Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Merci beaucoup de votre participation pour ces sessions qui commencent cet après-midi. Donc, celle qui nous occupe jusqu'à 15h avec deux personnes qui ne vont pas tarder d'arriver, je vous le confirme, sera de haut niveau comme l'a dit Cécile. C'est évidemment un contexte européen et international tout particulier qui motive et rend cette session, me semble-t-il, pertinente et très intéressante, je n'en doute pas, compte tenu de la qualité des panélistes, mais aussi avec l'actualité réglementaire que vous connaissez tous, qui a été dense ces dernières semaines et depuis le début de l'année 2025. Donc, l'intitulé sur l'articulation entre les investissements dans la transition et le cadre réglementaire, c'est un sujet très, très large et je remercie vivement les panélistes ici présents d'avoir accepté de consacrer un peu de leur temps. Donc, Carole Siroux, qui est Chief Executive Officer d'Etifinance, Hélène Bussière, qui est chef de la division Asset Management à la DG FISMA de la Commission européenne, et puis Sébastien Raspillet, secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, en attendant les deux autres qui ne tarderont pas. Alors peut-on commencer, Hélène Bussière, par votre intervention. Chacun sait que le paquet Omnibus a été très commenté le mois dernier, il y a un mois à peu près. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les objectifs que la Commission européenne entendait poursuivre en publiant cette initiative ? Merci Olivier et bon après-midi à tous. Merci beaucoup de m'avoir invité pour parler cet après-midi sur un sujet effectivement très important, le programme de la Commission sur les sujets de finances durables du prochain mandat. Avant de parler des objectifs de l'Omnibus à strictement parler, je voulais même revenir sur quelques éléments de contexte qui nous ont menés à l'adoption de ce premier paquet de simplification. Je pense aucun élément qui vous surprenne, mais quand on les rappelle tous ensemble, je pense que ça indique l'urgence et la nécessité de ce paquet. Alors le premier élément important, bien sûr, c'est le fait qu'au cours de l'année 2024, l'année au cours de laquelle il y a eu les élections européennes, au cours de laquelle les partis politiques ont pris position sur des sujets européens, le sujet de la compétitivité de l'Europe a été beaucoup mis en avant. Et c'est également un sujet que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a beaucoup promu lors des premiers mois de son mandat. Et elle a beaucoup insisté sur l'importance de rendre à l'Europe, et en particulier aux entreprises européennes, leur compétitivité au niveau international, afin de s'assurer qu'on ne prenne pas du retard vis-à-vis de nos compétiteurs internationaux. Donc, importance de la compétitivité. Deuxième sujet important de contexte, l'élément d'acceptabilité sociale, je dirais, du pacte vert, qui avait été une des priorités de la Commission précédente. Or, il se trouve, et ça a été malheureusement dans une certaine mesure illustré par les résultats des élections européennes, que une partie de l'opinion publique n'a peut-être pas mesuré l'importance de ces réformes et s'est peut-être senti laissé de côté par certaines des mesures qui ont été adoptées. Et donc, certains ont pu considérer que l'ambition du pacte vert avait été déroulée trop vite et trop fort. Et dernier élément de contexte, un petit peu plus récent, mais qui joue évidemment beaucoup, c'est le contexte géopolitique, bien sûr, avec les mesures annoncées aux États-Unis, la prise de distance vis-à-vis de certaines politiques ESG, qu'on déplore évidemment. Donc c'est un ensemble de signaux qui ont forcé la Commission à regarder certaines des mesures qui avaient été adoptées lors du précédent mandat avec un œil plus critique. Donc c'est vraiment tout l'objet du paquet qui a été mis sur la table. En termes d'objectifs de ce paquet Omnibus de fin janvier, il est double en réalité. Il y a à la fois l'objectif de simplification, simplifier la charge de reporting notamment, la charge réglementaire pour les entreprises européennes, tout en maintenant l'ambition. Et c'est vraiment là le double objectif de ce paquet qui a été délivré très rapidement et qui a visé à mesurer quel était l'effet maximal qu'on pouvait obtenir en termes de bénéfices pour les entreprises, tout en conservant l'ambition maximum. Et c'est vraiment tout ce que vous voyez reflété dans le projet qui a été adopté.
Si vous m'autorisez 2 éléments importants sur ce paquet, il est absolument indispensable que les éléments de timing, la chronologie, soient négociés très très rapidement. Parce que si on veut un effet réel pour l'économie européenne, il faut que les entreprises aient de la clarté aussi vite que possible. Et donc ce qui est un très bon signe, c'est que le Conseil et très probablement le Parlement vont se mettre d'accord sur la partie qu'on appelle « stop the clock ». Oui. Assez rapidement. Ça, c'est une très bonne première chose. Deuxième et dernier point de mon intervention, beaucoup d'éléments du paquet simplification vont être en fait délivrés à ce qu'on appelle au niveau 2, c'est-à-dire que ce n'applique pas une intervention des co-législateurs, Conseil et Parlement, immédiatement en tout cas, mais c'est un travail plus technique qui veut être mené par des actes délégués, exactement. Merci beaucoup, Hélène. Alors, côté autorité française, peut-être peut-on demander à Sébastien Respiller, secrétaire général de l'autorité des marchés financiers, quelle est son analyse de ce paquet Omnibus? Merci beaucoup, Olivier. Merci beaucoup à l'Institut de la finance durable pour m'avoir invité à ce panel. Et je ne vais pas dire ce que vient d'indiquer Hélène, peut-être en complément. L'autorité des marchés financiers, donc on s'occupe des entreprises cotées, de leur information financière et extra-financière, enfin tout ce qui est information publique. On a une certaine expérience avec aussi l'environnement réglementaire français qui préexistait à CSRD, qui était d'ampleur bien moindre, c'est clair, mais qui avait déjà une certaine dose de complexité. La préparation à CSRD, pour nous, a été l'occasion, et avant le paquet Omnibus, de constater à quel point, effectivement, il y avait une nécessité d'accompagnement. C'est ce qu'a souhaité faire l'autorité des marchés financiers vis-à-vis des émetteurs. Là, on parle des plus grands émetteurs, parce qu'on parle de la vague 1 de CSRD. Et on voit déjà qu'il y avait beaucoup de sujets de complexité, d'interprétation, et puis aussi certains aspects d'inutilité par rapport à un objectif qui, lui, je crois, n'est pas du tout remis en cause, qui est quand même d'assurer la transition climatique et d'avoir une information extra-financière que beaucoup d'entreprises faisaient déjà avant le cadre réglementaire, qui soit de qualité et compréhensible pour les investisseurs. Nous, on défend une vision pragmatique. On est très en faveur de la simplification qui est engagée avec le paquet Omnibus. Je ne peux que plussoyer les termes d'Hélène sur Stop the Clock et l'urgence du timing, parce que, à défaut, c'est une prime donnée aux mauvais élèves, j'ai envie de dire, de non-conformité au droit européen. La France n'en fait pas partie, mais il ne faudrait pas qu'on punisse les trop bons élèves. Cela étant, ça me dépasse, c'est un sujet pour les autorités en charge du niveau 1. Sur les allègements qu'on peut viser, pragmatisme veut dire qu'il faut qu'il y ait une utilité à la fin de ce qui sera obtenu. Et c'est pour ça que les démarches, on va dire, qui seraient trop quantitatives en disant divisons par 10 ou je ne sais combien le nombre d'indicateurs n'est pas forcément ce qui nous apparaît être le plus pertinent au regard des discussions qu'on a pu avoir avec les émetteurs. Encore une fois, les plus grands d'entre eux. On a un certain nombre d'indicateurs qui peuvent être très intéressants pour l'un ou pour l'autre en fonction des secteurs. Il y a eu la suppression proposée par la Commission des normes sectorielles, donc sans revenir sur ce débat, à minima, le principe de matérialité nous paraît important. Et le principe de double matérialité, qui est conservé sous une forme, peut-être à clarifier lors des débats de niveau 1, en tout cas, nous importe, parce que c'est ce qui nous paraît être un filtre aussi de pragmatisme s'il est bien utilisé. Donc ça, c'est sur les aspects, on va dire, omnibus. CSRD, parce que c'est ce qui nous concerne, on n'est pas compétent sur devoir de vigilance. Sur taxonomie, c'est une première étape, mais on comprend qu'il y en aura d'autres. Donc là aussi, on contribuera très volontiers. En tout cas, on a pu publier en fin d'année dernière un rapport sur la taxonomie où on indiquait qu'effectivement, il y avait des aspects où nous-mêmes, on n'était pas très au clair de ce que signifiait le ratio qu'on demandait aux entreprises de calculer. Il faut qu'il y ait une utilité derrière, il faut qu'il y ait une compréhension pour que c'est une réelle utilité au sein des entreprises par rapport à leur transition. Moi, je terminerai juste sur le fait que c'est une opportunité, au-delà de la simplification, c'est la cohérence entre les différents textes. Hélène a parlé du Green Deal, c'est une forte ambition. Encore une fois, je ne suis pas certain qu'elle ait été remise en cause. En revanche, plus de pragmatisme, ça veut dire aussi plus de cohérence et une meilleure articulation entre les textes. On pense par exemple au sujet des plans de transition entre devoir de vigilance CS3D et CSRD. Moi, en tant que SG de l'autorité des marchés financiers, je pense aussi côté investisseur et donc SFDR.
SFDR n'est pas dans le paquet Omnibus, mais c'est clair que pour les investisseurs, il y a besoin d'informations en matière extra-financière qui soient aussi lisibles, utilisables que possible. On souhaite que la révision de SFDR arrive aussi rapidement que possible, soit aussi ambitieuse possible et aussi articulée que possible avec le paquet Omnibus. En tout cas, vous savez que l'Autorité des marchés financiers a fait déjà, il y a plus d'1 an, une proposition publique de révision de SFDR qui va dans ce sens de plus de pragmatisme, pour plus d'utilité et pour à la fin avoir plus d'impact en faisant moins. Donc, merci beaucoup Sébastien. citron, voilà. On va à nouveau reparler SFDR juste après. Peut-être Carole Thiroux pour Etifinance. On dit aller vite, simplifier. Quels sont néanmoins les principes que vous souhaiteriez voir préservés, protégés avec le paquet Omnibus ? Merci Olivier, bonjour à tous et merci à l'IFD. Alors en tant qu'agence de notation extra-financière, historiquement spécialisée sur les small and mid cap, nous collectons des informations depuis de nombreuses années sur les entreprises pour permettre de donner des notations qui sont utilisées principalement par les asset managers. Et en fait, ces points de données, ils sont importants à de nombreux titres. Pour nous, la CSRD, finalement, c'était une magnifique opportunité et on peut regretter qu'elle n'ait pas atteint ses objectifs. Alors, quels objectifs, me direz-vous ? En tant qu'agence de notation, ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir avoir de la donnée auditée, comparable, sectorielle dans la mesure du possible, pour finalement pouvoir noter les entreprises entre elles et donner des clés de lecture aux différents investisseurs. Ça a été dit par les intervenants précédents. L'ambition de la CSRD était immense et finalement a créé une certaine complexité qu'aujourd'hui, voilà, le Omnibus essaye de simplifier. Donc moi, je reviendrai sur un certain nombre de points qui nous paraissent essentiels et sur lesquels, en tant qu'agence de notation européenne, je pense que c'est vraiment important qu'on ne perde pas l'essence de ce que nous sommes à travers les analyses de double matérialité. Et là-dessus, je pense qu'on a de certaines réassurances et j'espère qu'elles seront maintenues dans le futur sur ce maintien-là, puisque ça a été évoqué également, on est quand même dans une crise géopolitique majeure et il faut trouver le bon calibrage, mais rester aussi fiers de notre essence et de nos valeurs européennes. Donc ça, c'est un premier point. Il est en revanche assez dommage, et j'espère que là aussi les choses seront rectifiées, de complètement perdre de vue les normes sectorielles. C'est très difficile de comparer, je pense que ça a été d'ailleurs une des difficultés de la mise en œuvre de CSRD, c'est que finalement elles étaient assez peu adaptées à certains secteurs et donc très difficiles à mettre en place. Donc ça, c'est un premier point, que effectivement l'assurance ou en tout cas l'audit sera maintenu sous une forme peut-être un peu plus étalée dans le temps, mais là aussi donner de l'assurance sur les données, les informations qui seront publiées. Mais j'aimerais surtout on ne perde pas de vue, et je pense que dans CSRD, on a perdu de vue que ça n'était pas un exercice de reporting, que c'était avant tout un exercice de revue stratégique et que ça devait, à travers les différents plans de transition, vraiment être pour les entreprises le moyen de réfléchir à leur modèle économique et ensuite mettre en face des politiques de long terme. Donc essayons, puisque Omnibus va être revu, de simplifier sans perdre et d'une certaine manière de revenir à l'essence. Et puis je reprendrai ce que disait Sébastien Raspiller, faire en sorte que les différentes réglementations européennes, et il y en a eu beaucoup, soient bien cohérentes. Une des tables rondes ce matin disait, voilà, l'entreprise, elle n'est pas là pour publier de la data, de le faire sous différentes formes, pour différentes réglementations et pour différentes parties prenantes. Donc essayons de rationaliser tout ça et de faire en sorte que ce ne soit pas du reporting pour le reporting, mais que ça devienne un vrai outil stratégique utilisable par tous pour éviter les duplications. Merci beaucoup, Carole. Alors, nous avons le plaisir d'accueillir Alexandra Palt, présidente de WWF France, et Philippe Sedbon, directeur général de Natixis IM. Bonjour. 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 Peut-être pouvons-nous vous poser la même question. Alexandra, si vous voulez bien commencer, comment vous aussi analysez-vous ce paquet Omnibus ? Est-ce qu'on peut simplifier sans mettre en danger la transition ? Quelle est votre position ?
Oui, donc bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. Et je vais peut-être rebondir sur ce qui vient d'être dit. Donc, je pense quand même que ce qui est important de dire, c'est pas juste une question de valeur, hein, c'est aussi une question de ce qui se passe actuellement. On voit quand même que M. Trump a reconnu la finitude des ressources. Et le modèle, c'est d'aller se servir ailleurs parce qu'on n'a plus assez de ressources. Donc, comme ça ne va pas être une option pour nous, on va aussi devoir exister dans ce monde où les ressources sont finies. Et beaucoup qu'on a des enjeux environnementaux qui nécessitent donc une adaptation très très forte parce que sinon on va pas pouvoir faire de l'économie, de la richesse, créer de la richesse, de la valeur et tout court pour un grand nombre à survivre. Donc c'est certes une question de modèle et de valeurs, mais c'est aussi une question de place dans le monde, de préparer l'avenir, de préparer nos économies. Donc j'ai la particularité que jusqu'en juin dernier, j'étais donc j'ai servi au sein d'un comité exécutif d'un groupe du CAC 40. Donc, j'ai fait l'expérience de la CSRD tout autant que des autres réglementations et je parle maintenant, aujourd'hui, à l'heure actuelle, en tant que président du WWF. Donc, moi, je pense qu'il y a des choses qu'il faut rappeler, que oui, c'est un outil de stratégie et de vision. Et malheureusement, aussi en Europe, on en parle trop peu. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ce que les gens le vivent comme une contrainte, c'est 400 indicateurs, 1000 indicateurs, etc. Et on a oublié qu'on avait besoin du droit, malheureusement, parce que la vision et la volonté n'avaient pas été là. On sait depuis 1972 que les ressources vont aller vers une fin. Il ne faut quand même pas se mentir et dire que toutes les entreprises étaient engagées. Donc la CSRD était un outil de droit pour conduire les économies et les entreprises vers une transition. Ce que je trouve intéressant dans cet outil, comme praticienne d'entreprise, je le trouvais horrible. Hein, c'est très clair parce que ça faisait beaucoup un contrôleur de gestion de mon périmètre de responsabilité au lieu de pouvoir donner la vision et la stratégie. Mais j'ai aussi toujours compris l'utilité parce que quand vous êtes praticienne dans l'entreprise, ce qui se fait quand vous pouvez poser les questions à votre CEO, à votre board en disant on doit répondre à tout ça, c'est un chemin de maturation qui conduit vers un autre modèle. Donc oui, il faut une simplification, c'est clair, il ne faut pas 800 indicateurs, probablement même pas 400, on peut donc aller vers des indicateurs qui sont le plus pertinents. En revanche, si on utilise, parce que c'est quand même ça qui se passait, c'est-à-dire en même temps qu'il y avait le débat sur trop de complexité, etc., il y avait le mouvement aux États-Unis et certaines qui ont sauté dans la brèche et ont dit bon, le Green Deal, ça suffit, on arrête le reporting, etc. Et qu'est-ce qu'on a exprimé donc par là? On a exprimé que la simplification, c'est une délégitimation de la transition. Et ça ne peut pas être le cas. Donc simplifier, oui, mais en revanche, quand même avec une absolue conscience que c'est le chemin d'avenir pour nos économies, nos entreprises et nos sociétés. Merci beaucoup Alexandra. Alors Philippe Settebon, pour la gestion d'actifs, Natexis IM, dont vous êtes directeur général, quelle est votre position, quelle est votre lecture de ce paquet Omnibus? Merci, bonjour. Je vais m'inscrire exactement en ligne avec ce qui a été dit juste avant. On se réjouit, en tant que praticien, on se réjouit assez de tout ce qui peut aller dans le sens d'une simplification. Sans opposer simplification et cadre réglementaire, ce n'est pas l'absence de réglementation qui fera une meilleure compétitivité in fine. Donc c'est plutôt comment on l'améliore encore et toujours. Donc dans ce cadre-là, on va dire le paquet Omnibus embarquant notamment cette réduction des points de reporting est assurément un pas positif en avant. Il faut voir jusqu'où c'est un pas positif avant de basculer dans autre chose. Et donc la réduction du reporting, là je parle finalement, parce que je le vis à double titre, hein, à la fois en tant qu'utilisateur, gestionnaire d'actifs, mais aussi participant à un groupe assez large qui a élaboré et qui a réalisé son premier reporting. Et donc la réduction du nombre de points est importante. Pour autant, il faut qu'on prête attention à plusieurs sujets. Et donc c'est pour ça que d'ailleurs il y a des travaux de place. L'AFG travaille énormément sur le sujet, mais en essayant de fédérer le plus grand nombre autour de cela. Parce que on a absolument besoin
d'informations de data qui vont devenir de l'information. On a besoin d'informations pour prendre les bonnes décisions d'investissement. On en parlait encore récemment avec Carole des Finances. C'est un sujet absolument majeur pour la gestion pour tout investisseur. Donc la gestion d'actifs, évidemment. Et donc, à ce titre, faire table rase de à la fois ce qui peut être vu comme un outil d'amélioration et de pilotage des entreprises, mais aussi par les utilisateurs que nous sommes en tant qu'investisseurs de ces informations-là pour prendre des bonnes décisions et des décisions le plus rationnelles possible d'investissement et de financement, serait une erreur qu'on ne va pas commettre. Et donc, si je résume, il nous faut quand même encore et toujours cette information et donc réduire le nombre de points. C'est certainement pas plus de 1000, c'est pas non plus 400, mais peut-être que pour les très grandes entreprises, quelque chose autour de 150, je dis ça, c'est pas par hasard, parce qu'on a travaillé et on fait des propositions en la matière qui tournent autour de 150 points. Et peut-être pour les petites entreprises, non pas de les exempter totalement, mais d'avoir encore beaucoup moins de points que ça, mais quand même quelque chose, parce que c'est ça qui va permettre aussi à ces entreprises d'aller chercher du financement. Donc oui, tout à fait favorable. Deuxièmement, la cohérence, mais je ne vais pas revenir, ça a été dit, la cohérence entre les réglementations, c'est-à-dire la modification CSRD et de SFDR à venir, est quelque chose d'essentiel. Et j'insiste sur l'importance de cette information parce que nous avons besoin d'une certaine indépendance dans la fourniture d'informations. Alors elle peut être relayée par des agences de grande qualité, qu'elles soient européennes ou autres. Elles font tout ce travail de très grande qualité. Pour autant, on a besoin de cette information et de cette information brute pour pouvoir la traiter correctement. Donc là, on est sur des sujets majeurs. Et dernière remarque, sur le volet compétitivité, prêtons attention aussi à ne pas créer un biais trop important entre un CSRD qui sera révisé mais qui existe et des entreprises étrangères qui ne seraient pas soumises. Merci beaucoup. Parce que dans l'autre sens, c'est pas réciproque, surtout actuellement. Tout à fait. Alors, merci beaucoup d'avoir cité le mot compétitivité, parce qu'on a envie de demander, Hélène Bussière, quelles sont les prochaines étapes de la Commission européenne. Vous avez publié, la Commission européenne a publié en janvier la Competitiveness Compass, une boussole de compétitivité, puis une stratégie pour la Saving and Investment Union. On a évoqué avec Sébastien Respillier SFDR. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le plan de travail au cours des prochains trimestres que pourrait avoir la Commission européenne ? Alors, sur le thème des SFDR, parce que je pense que c'est un aspect important dont je voulais reparler, il semble que un des mots-clés de cette discussion, ce soit le thème de la cohérence. Et c'est exactement ce qui explique pourquoi SFDR ne fait pas partie de ce premier paquet Omnibus, en réalité. Parce qu'on a estimé que la meilleure manière de construire la revue des SFDR, ce serait de le faire sur base du résultat des négociations de l'Omnibus, et notamment sur la base des fameux data points, donc des points de données sur lesquels l'EFRAG va travailler, et qui sont précisément les points qui doivent nourrir les futures catégories de produits dont on parle pour SFDR. Donc SFDR, la revue d'SFDR, il y a deux thèmes, on va dire deux principaux axes de travail sur lesquels on avance, et on y travaille déjà depuis pas mal de temps avec, je pense, beaucoup d'entre vous sans doute qui ont contribué à ces discussions ou soumis des papiers. Et donc il y a deux principaux thèmes qui se rejoignent autour du thème de la simplification. Donc le premier aspect de la revue, ce sera la simplification à nouveau ce qu'on appelle les disclosures, donc tout le régime de transparence des SFDR, qui était en fait la colonne vertébrale des SFDR quand il a été négocié, quand le texte a été négocié il y a un peu plus de 5 ans maintenant. Parce qu'à l'époque, il semblait que la transparence était exactement ce dont les investisseurs avaient besoin et que c'était finalement suffisant pour informer les marchés et pour assurer aux investisseurs d'avoir les bons points d'information. En réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'SFDR a été utilisé comme un régime de transparence, mais également utilisé comme un régime de labelling, donc comme un régime de catégorisation des produits, ce pourquoi il n'avait pas du tout été conçu, puisqu'il n'y a pas, notamment pour les articles 8 et 9, qui sont bien connus de vous tous, il n'y a pas de critères minimum, il n'y a pas de conditions minimum permettant de discloser, donc de reporter des données sous SFDR. Donc on va essayer de corriger ce système en disant à la fois on peut simplifier SFDR, parce que c'est vrai qu'il y a notamment tout ce qu'on appelle les entity level disclosures, donc la transparence au niveau des entités qui est partiellement redondante avec certains éléments de CSRD. Donc l'objectif c'est d'éviter cette duplication.
Bon, ça, c'est une partie, je dirais, relativement simple. Il y a la simplification de la transparence au niveau des catégories de produits. Et ça, on va à nouveau s'aligner avec ce qui ressortira de l'omnibus. Et dernier point important de cette revue, c'est les fameuses catégories de produits dont on parle depuis déjà assez longtemps et qui en fait est une demande du marché. Ce qu'on comprend, c'est que ces catégories de produits répondent vraiment à une demande des investisseurs qui ont besoin de clarté et qui veulent, notamment pour les investisseurs de détail, pouvoir prendre des décisions sur base d'informations assez simples. Or, il se trouve que les templates, enfin les tableaux de disclosure SFDR aujourd'hui sont probablement trop compliqués. Dernier point, si vous me permettez, un des axes importants de cette revue, et notamment du travail sur les catégories de produits, et qui lie au thème de la discussion, c'est comment on va notamment traiter la question de la transition dans ce système de catégorisation, parce que je pense que c'est vraiment le nerf de la guerre pour cette revue. Il y a une demande très très forte des investisseurs d'être en mesure d'identifier les produits qui soutiennent la transition, et on sait que c'est ce qui va nous permettre d'engager ce travail qui est tellement important pour l'Union européenne, évidemment. Merci beaucoup, Hélène. Sébastien Respiller, du point de vue du superviseur, puisqu'on est en phase de transition, est-ce que c'est facile d'être un superviseur ? Vous avez évoqué un nécessaire pragmatisme. Quelle est la bonne approche qu'il faut avoir pour maintenir une place attractive, entre autres choses, et assurer la transition, bien sûr ? On est pragmatiste par définition, c'est dans notre ADN. En tout cas, on a un dialogue extrêmement nourri et de longue date avec ce qu'on appelle, nous, dans le jargon, les émetteurs, les entreprises. On est à un îlot de pragmatisme soumis à des transitions, y compris au niveau 1. Nous, on est en charge de faire appliquer les textes. La France a transposé CSRD. Vous avez, je crois, dans un projet de loi d'ADU, bien connu des spécialistes, je crois que c'est en commission mixte paritaire aujourd'hui, des amendements qui visent à adapter. En même temps, on a un paquet omnibus, c'est une proposition de la Commission européenne, les co-législateurs européens doivent s'en saisir. Nous, c'est assez clair, les entreprises de la vague 1 sont soumises à CSRD, la présidente de l'AMF, lors de ses vœux, l'a dit, nous appliquerons CSRD puisque le législateur français l'a transposé et que nous devons faire appliquer la loi française. On n'a pas d'autre choix, c'est bien logique, avec pragmatisme et compréhension. Ce que ça signifie, mais comme pour toute nouvelle réglementation, voilà, on apprend en marchant. C'est aussi valable pour le superviseur qui ne va pas se permettre de donner des leçons sur l'interprétation du codicile 17 en note de bas de page 12. Voilà, il y a des choses beaucoup plus importantes. Et donc, c'est bien cette priorisation de ce qui a de l'impact et dans le dialogue qui a largement commencé, puisque là, les rapports sont arrivés. Et donc, on a défini, nous, nos priorités de ce qu'on appelle supervision, mais encore une fois, dans un cadre, cette année, très particulier. Pragmatisme, compréhension, comme pour toute nouvelle réglementation dans son entrée en vigueur, plus le fait qu'il y a un contexte très clair avec la proposition de la Commission européenne, qui est que CSRD est amené à évoluer sur son périmètre. Donc là, je ne peux qu'appeler des vœux de l'AMF une clarification aussi rapide que possible pour les entreprises de la vague 2, qui dès à présent sont censés, si rien ne bouge, choisir leur commissaire aux comptes ou organisme tiers indépendant. Si c'est pour ne pas avoir à l'appliquer ensuite, c'est peut-être un peu dommage. Donc ça, c'est la responsabilité du législateur. Et puis après, la vague 3, en proportionnalité, on pourra en parler, mais on a un peu plus de temps. Donc voilà, nous, on est vraiment dans un rôle d'accompagnement. On a acquis, on s'est beaucoup formé en interne, des connaissances sur ce qui nous paraît être vraiment porteur pertinent de ce qu'il est sans doute un peu moins et qui fait un peu plus tick the box par rapport à tout ce qui a été dit précédemment. Je crois que dans les équipes, moi j'étais frappé, tous ont bien en tête que c'est un objectif non pas de bureaucratie à bien respecter sur les cases, mais est-ce que ça a de l'impact ? Et typiquement, on va avoir le sujet des plans de transition qui est un sujet majeur et sur lesquels on ne s'attend pas à avoir quelque chose d'homogène dès le début, mais sur lequel on aura beaucoup d'éléments pour pouvoir apporter notre écho dans la compréhension pratique ensuite, comme on l'a fait déjà précédemment dans le cadre réglementaire français avec la publication de nos différents rapports. Donc c'est vraiment la démarche dans laquelle on s'inscrit, pragmatisme, compréhension, qui plus est rendu nécessaire par le fait que le cadre qu'on doit appliquer va évoluer, on en a bien conscience.
Mais c'est notre vie et on s'en plaint absolument pas. Merci beaucoup Sébastien. Qui Est-ce a que je peux lancé... juste poser une question? Parce que Mais je vous en est-ce prie. qu'il y avait déjà des entreprises qui ont été sanctionnées dans la longue histoire sur une insuffisante reporting en termes de ESG? Une réponse courte, hein, Sébastien. Réponse très courte, ne t'en fais pas Olivier. C'est pas de ma faute cette fois-ci. C'est ma question, non, pas pardon. de souci. Le cadre français, pour répondre très précisément, ne nous donnait pas les instruments pour faire des sanctions comme CSRD le prévoit pour les autorités qui seront en charge de la supervision. En revanche, on a déjà eu l'occasion, mais je ne donnerai pas de nom et je ne donnerai pas d'exemple donc précis, comme il s'agit d'informations publiques à destination des investisseurs, il faut qu'elles soient claires, compréhensibles, complètes. Et ça, il y a déjà des éléments, que ce soit de l'extra-financier ou du financier, qui existaient. Donc on a eu l'occasion dans nos actions de supervision d'écrire à des entreprises en leur indiquant qu'il serait très souhaitable, et en général quand on écrit ça, elles comprennent bien qu'il faut modifier leur communication. Et donc on a déjà eu ce type d'action Pas de avec de sanctions, l'effet. en revanche. Merci beaucoup. Non, tout s'est traité avant. On n'avait pas la base légale. Non, mais Merci beaucoup à tous les deux. Alors, Sébastien Raspier lançait un appel. En termes de données ESG, on a évoqué les data points. Carole, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi c'est essentiel pour les investisseurs, pour la bonne information du marché, sa transparence, d'avoir des données accessibles, transparentes, comme le disait Sébastien, et en quoi la réglementation des agences ESG même est-elle aussi importante pour assurer une bonne transition? Alors, une agence de notation, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend de l'information. Alors bien sûr, les agences les plus connues sont les agences de notation financière, hein, et elles prennent des informations publiques dans les comptes audités, ainsi que en général l'engagement avec des discussions avec le management sur les stratégies, etc. Donc dans le domaine extra-financier, on est en train d'aller vers une approche équivalente avec des données qui un jour seront auditées. Et c'est pour ça que CSRD c'était si important, et c'est pour ça qu'on espère que même si le champ est réduit, de plus en plus d'entreprises auront à diffuser de l'information auditée et calibrée, on a bien compris. Mais en fait, une des particularités de la donnée extra-financière, au-delà du fait qu'elle n'est pas auditée, c'est que sur de nombreux domaines, on peut parler par exemple de biodiversité, etc. En fait, la donnée n'existe pas. Comment en fait, faites-vous? et en fait, elle est souvent modélisée. Et c'est avec des hypothèses de modélisation qui peuvent être plus ou moins transparentes. Et c'est là où je fais le lien, j'ai bien entendu votre question, sur la réglementation des agences de notation ESG qui devrait normalement avoir lieu l'année prochaine. Celle-ci n'est pas remise en cause, enfin à moins qu'on informe d'un changement en la matière, hein, et donc qui va obliger les agences de notation ESG à publier leur méthodologie. C'est très très important, donc savoir finalement quelles sont les approches de l'agence, qu'est-ce qu'elle regarde, comment elle calcule un certain nombre d'éléments. Mais en fait, la difficulté à laquelle on va être très vite confronté, c'est que le texte européen, qui est assez calqué d'ailleurs sur le texte européen sur les agences de notation financière, n'a pas pris en compte le sujet des données. Donc en fait, toute la donnée ne sera pas, elle, réglementée. En revanche, l'agence de notation et la méthodologie, elle le sera. Donc c'est un appel à la Commission que vous faites. Alors effectivement, c'est un sujet, je sais, qui est très sensible, et je suis sûre que Philippe Sedbon aura des vues là-dessus, mais c'est un petit peu comme si vous faisiez une ratatouille sans mettre de légumes dedans. Voilà, il vaut mieux que votre ratatouille ait des légumes de bonne qualité pour faire une ratatouille de qualité. Donc, j'arrête ici le parallèle, mais je crois que c'est quand même très très important à partir du moment où on n'a pas encore d'informations extra-financières auditées.
on n'en a pas, on vient d'en parler. On va avoir finalement une partie du processus sans savoir exactement ce qui est mis dans la machine ou dans la recette de ratatouille. Et on va avoir en revanche, on sait combien on va avoir sur les méthodologies. Donc c'est vraiment important qu'on commence à avoir une vision de bout en bout de l'ensemble du dispositif, parce que sinon, le risque, c'est finalement d'avoir des notations ESG qui ne sont pas comparables, dont on ne sait pas très bien ce qui est en dessous. Mais donc, je serais ravie d'apprendre que la Commission regarde ce sujet-là. Donc, ce n'est pas de la simplification, là, c'est de l'extension. Donc, je vais être un petit peu à contre-courant de la journée sur ce sujet-là. On va donner la parole, merci beaucoup Carole, à Philippe Settebon. Justement, on parlait de la gestion d'actifs. Pour accompagner les gestionnaires d'actifs, afin qu'ils verdissent le tissu économique européen, comment les accompagner au mieux, non seulement en termes de données, mais plus largement, pour qu'ils réussissent ce défi majeur qu'est la transition? Alors, peut-être juste une petite remarque. Non, juste une petite remarque. Je ne reviens pas sur ce que disait Carole, que je partage à 200%. La mission des gestionnaires d'actifs n'est pas de verdir l'économie. La mission des gestionnaires d'actifs est de servir la promesse client ou les attentes des clients, en l'occurrence des épargnants ou des investisseurs. Il se trouve que nous avons tous, je pense, nous partageons la conviction, que pour les servir correctement sur la durée, puisqu'on est sur un temps long, ou relativement long la plupart du temps, il est mieux d'investir dans des entreprises qui sont en transition, et effectivement qui vont réussir cette transition, plutôt que dans des entreprises qui vont aller dans le mur. Donc je vais m'attarder 2 secondes sur la transition, parce que là, effectivement, on a besoin d'un cadre réglementaire. C'est notamment, je pense, l'objet de la révision, ou ça va être l'objet de la révision de SFDR, déjà lancée, en termes de réflexion, et notamment sur cette notion, définition, approche de la transition, qui était relativement absente jusqu'à présent. Pour autant, une fois qu'on a dit ça, c'est pas parce que vous êtes sur un terrain de jeu, que vous respectez les règles, à la fois la délimitation du terrain et les règles de jeu, que ça fait de vous une équipe gagnante. Donc il faut qu'on se regarde un petit peu nous aussi, et la façon dont on travaille et la façon dont on définit. Et donc c'est là que je veux en venir. Il y a le sujet de la réglementation, puis il y a le sujet des normes. Qui n'est pas obligatoirement issu de la réglementation, ou qui est comment on travaille dans ce cadre réglementaire. Et donc je dis ça parce qu'on a lancé des travaux il y a déjà plusieurs trimestres maintenant, et qui ont commencé à aboutir au niveau de l'Institut de la finance durable, sur un chantier qui est l'analyse des plans de transition, justement, qui était un chantier très large, avec la participation à la fois des agences, des banques, évidemment gestionnaires d'actifs et autres acteurs. Mais c'est essentiel parce que si on veut aller de l'avant, si on veut avancer plus vite, donc si on veut accélérer et réussir les transitions, on a besoin d'un cadre, mais on a aussi besoin de réfléchir de la même façon. Ça ne veut pas dire avoir les mêmes conclusions, certainement pas avoir les mêmes conclusions, mais en revanche, d'avoir un cadre à peu près identique. Donc je fais l'analogie, ça fait à peu près 60 ans, 50, c'est sûr, que tout le monde a la même définition de ce qu'est un cash flow, dans le monde entier. Un cash flow, une enterprise value, un PER, des choses comme ça. Enfin, toute la notion financière. Il y a autant aujourd'hui, et c'est ce que dit Carole, il y a autant aujourd'hui d'indicateurs et d'angles d'analyse, des plans de transition ou autres, qu'il y a d'analystes financiers présents sur la planète. Donc je ne vois pas comment on va réussir quoi que ce soit avec cette pluralité d'angles. Donc poser des normes est quelque chose d'essentiel. On y travaille, on y a travaillé et on pousse beaucoup pour ça. Elles ont certainement besoin d'être revues, parfait, mais c'est absolument essentiel. Et c'est comme ça qu'on va accélérer le verdissement dont vous parliez. Merci beaucoup Philippe Settebon. Alors Alexandra Palt, on évoquait l'horizon long avec Philippe Settebon. Quel serait pour vous, en quelques mots, un cadre réglementaire idéal pour favoriser la durabilité, la transition? Comment l'appréhendez-vous? Sur le reporting, oui. Sur le reporting ou au-delà? Moi, je pense que ce qui est important et ce qu'on ne dit pas suffisamment, c'est que ces outils-là sont des outils souvent des moyens. On analyse les moyens qui ont été mis en place
pour travailler sur la transition, pour travailler sur la... Mais on est encore peu sur le résultat et sur la comparaison des résultats. Donc pour moi, c'est toujours clair, j'ai toujours été très étonnée, même regarder les années 2000 jusqu'à 2020, le reporting, les rapports de développement durable, c'était énormément très autoconcentré sur ce qu'on a fait pour nous améliorer par rapport à nous-mêmes et pour quels sont les moyens qu'on a mis en place. Un reporting idéal, et pour moi, du coup, la CSRD, c'est une phase de transition parce qu'in fine, il faut que tout le monde a des objectifs alignés avec la science, tout le monde reporte sur le résultat et on peut comparer le résultat. Et aujourd'hui, je trouve que là où les entreprises et tout le monde devrait être plutôt reconnaissants parce qu'on est dans cette phase d'accompagnement. On dit les moyens pour mettre en place tout cela, c'est de comprendre la double matérialité, les investissements, la manière de faire. Mais in fine, ce qui compte et qui va nous faire changer, c'est bien sûr le résultat. Donc le reporting idéal, c'est un reporting résultat, comparaison des résultats et compréhension par les analystes et par l'ensemble des acteurs de l'entreprise et de ses parties prenantes et la compréhension de ces résultats-là. Et un dernier point qui est un chouïa hors sujet, mais sur lequel je veux vraiment insister, c'est qu'il y a aussi la CS3D. Et moi, ça, c'est pour moi le seul point où je suis vraiment scandalisée. Sur la réduction du scope sur le fournisseur rang 1. Parce que ça veut dire, ça a une faillite morale collective si on accepte, autant qu'entreprise, que dans notre chaîne de valeur, on sait que ça se joue au rang 2, rang 3, les violations de droits humains, où travaillent les enfants, où est le travail forcé, où on prend le passeport aux gens. Donc aujourd'hui, que ça ne s'en conduit pas à une révolte collective, et je pense aussi chaque dirigeant devant soi-même, c'est inacceptable. Et donc ça, c'est là où il n'y a pas simplification, mais où il y a renoncement aux valeurs et à l'objectif. Merci Alexandra. Alors, vous avez eu de nombreux appels, Hélène, à la fois sur les données et sur la CS3D. Vous évoquiez dans votre propos liminaire le contexte international et européen. Est-ce que ce contexte, par ses évolutions, même imprévisibles, pourrait faire évoluer à la marge ou pas l'agenda réglementaire tel qu'aujourd'hui vous pouvez l'anticiper? Est-ce que vous sentez une influence des États membres pour rendre cet agenda dont on a dit qu'il était toujours perfectible, rendre l'agenda plus évolutif qu'on ne peut aujourd'hui le penser? Oui, bien sûr. La Commission étant une autorité de nature politique, par définition, elle ajuste son agenda et ses priorités aussi à ce qui émerge dans le contexte international ou aux demandes des États membres, du Parlement européen, etc. Alors, peut-être pour répondre à la question sur les données, c'est un point dont on a effectivement parfaitement conscience. Je pense cette divergence dans les approches de calcul des données. Et je dirais que c'est d'autant plus important, et du coup je vais quand même dans votre sens, lié au fait qu'avec la réduction du scope de CSRD, ça veut dire que les investisseurs vont encore plus qu'aujourd'hui, ou encore plus que ça n'aurait été le cas si CSRD avait été mis en œuvre comme initialement prévu, les investisseurs vont encore plus s'appuyer sur des données estimées en réalité pour prendre leurs décisions. Il va y avoir moins d'informations pures provenant des entreprises. Donc c'est vrai qu'on accepte, je pense que ça a été le choix qui a été fait avec le paquet Omnibus, on accepte qu'on va s'appuyer plus sur les data que ça n'aurait été le cas dans un scénario différent. Donc ça militerait effectivement pour travailler dans le sens que vous proposez, en disant qu'il faut encadrer les méthodologies et s'assurer qu'il y a de la convergence de la part des data providers. À voir, c'est un point qu'on a bien identifié, il faudra voir si c'est quelque chose que notamment le co-législateur, parce qu'effectivement en tant que commission on fait des propositions, mais il faut encore que le co-législateur accepte de s'en saisir et y voit également un intérêt, mais c'est un point bien identifié. Sur CS3D, effectivement, je pense que c'est un arbitrage qui a été fait en considérant que le poids du reporting était disproportionné pour les entreprises européennes, parce que je note bien le fait qu'il s'agit d'un renoncement, mais c'était aussi un enjeu de compétitivité pour les entreprises européennes. Un point sur lequel je voudrais, pour finir, insister, parce que je reçois en tout cas énormément de demandes dans ce sens actuellement, c'est de savoir si on doit
traiter la défense, le secteur de la défense, dans le cadre de la finance durable, avec notamment des appels pour dire qu'il faudrait reconnaître la défense comme contribuant à la paix, à la souveraineté, à la sécurité, et de ce fait, et pouvant contribuer également à la durabilité au sens très large dans ce cas. Donc ça, c'est typiquement un exemple d'une évolution qui viendrait en soutien des priorités politiques. C'est un point nouveau qu'on a bien noté. Je pense qu'on n'est pas en mesure encore d'y répondre. Je pense qu'il faut encore qu'on confirme le fait qu'il y ait un véritable problème de financement du secteur de la défense, parce que ça peut pu être le cas jusqu'à il y a quelques mois. Mais ce qu'on observe actuellement, c'est qu'avec tous les signaux politiques qui sont envoyés, l'engagement de la Commission, des États membres de financer des programmes très importants, il est possible, pour ne pas dire probable, que le financement de la défense va être moins difficile dans les mois et les années qui viennent, et que de ce fait, une intervention réglementaire ne serait peut-être pas nécessaire. Donc je pense qu'on va attendre de voir un petit peu comment évolue la situation avant de prendre position sur ce point. Merci beaucoup Hélène. Sébastien Raspiller, côté AMF, quels seraient les principaux enjeux? On évoque les données, on évoque la CS3D, la taxonomie, la défense. Est-ce qu'il y a des points d'attention pour les prochains mois, voire pour les prochaines années, qui seront plus saillants que d'autres côté AMF? C'est une vaste question, pardon, Olivier. Les données, si je commence par là, et je vais être court, hein, je te rassure, c'est extrêmement important, comme ça a été signalé par Carole, par Philippe. Il faut s'assurer qu'elles soient de bonne qualité, donc peut-être que less is more, on peut l'espérer d'une façon positive, et puis son traitement, en tout état de cause, qu'il va bien falloir qu'il y en ait, soit aussi transparent que possible, ou en tout cas compréhensible. Et là, ça fait écho à des nombreux débats aussi dans d'autres matières qu'on peut avoir en matière de réglementation financière. Carole a évoqué cet aspect, je ne vais pas y revenir, mais pour dire qu'on partage et qu'on avait un peu regretté que la réglementation à l'époque n'avait pas été plus loin. Je crois qu'on a eu des exemples récents où on voit bien qu'il peut y avoir un impact fort si c'est fait d'une façon ou d'une autre, parce qu'aussi c'est un secteur en développement et qu'il n'y a peut-être pas assez de profondeur de marché. Après, sur la question plus macroéconomique que tu signales, nous, on s'est beaucoup mobilisé pour clarifier les lignes directrices de l'ESMA sur la dénomination des fonds. Bon, c'est un exercice de niveau 3. Je crois qu'on l'a eu après notre appel public à une révision du niveau 1 de SFDR, mais j'ai bien entendu ce qu'a indiqué Hélène, donc on attend l'atterrissage d'Omnibus, mais je pense que c'est ce qui donne le plus de clarté. Et pour rejoindre ce qu'a indiqué Philippe, effectivement, les normes ne sont pas forcément l'ennemi. Si elles permettent bien de donner de la clarté, voilà ce qu'il faut. Et je note, c'est ce qu'on avait dit dans notre papier de position publique sur SFDR, que de toute façon, c'est une demande des investisseurs. Donc, ce n'est pas aller à l'encontre du marché que d'essayer de les satisfaire en donnant des lignes claires. Et alors là, peut-être un dernier point pour reboucler sur les data, il y a le quantitatif. Ça, c'est clair. Moi, je suis très surpris de voir qu'au jour d'aujourd'hui, alors que ça fait 10 ans qu'on en parle, on est quand même encore peu au clair sur c'est quoi l'impact en termes de tonnes de CO2, j'ai envie de dire, qui est quand même le critère qui est le plus quantifiable au jour d'aujourd'hui, parce que la biodiversité, c'est évidemment extrêmement important, mais une tonne de CO2 émise à Paris ou à Jakarta, elle a le même effet sur le réchauffement climatique. Biodiversité, c'est évidemment beaucoup plus complexe, parce que c'est lié, voilà, si je prends ce parallèle. Et que sur des choses aussi impactantes, mais où on se dit que c'est faisable, peut-être concentrer les efforts là-dessus, en termes de finances durables. Après, le dernier point qui est sur le financement des besoins de l'économie européenne de manière générale, on est en très fort soutien, donc rien qui n'aille à l'encontre de manière, on va dire, superficielle. En revanche, nous, notre mission, c'est quand même qu'il y ait confiance dans le marché de la part des investisseurs et que donc l'information qui est communiquée au public soit exacte, claire, non trompeuse, claire, complète, compréhensible. Merci beaucoup Sébastien, c'est très clair. On évoquait le financement avec Sébastien sur un autre aspect qu'on n'a pas évoqué, sur les green bonds, sur la réglementation des EU green bonds. Est-ce que c'est une avancée, Carole Sirou? Comment l'appréhendez-vous? Alors peut-être pour préciser pour la salle, donc le marché des green bonds s'est fortement développé depuis une dizaine d'années jusqu'à représenter alors à peu près 15% du marché obligataire mondial. Donc on parle d'1 trillion, donc c'est pas du tout un marché, je dirais, accessoire, hein, avec des présomptions ou des preuves de greenwashing qui a amené le législateur européen
européen a créé les EU Green Bond Standards avec des normes là justement beaucoup plus cadrées et des exigences spécifiques en matière de taxonomie, etc. Donc ce texte est rentré en vigueur à la fin de l'année et en fait à l'automne dernier beaucoup se posaient la question finalement est-ce que ce marché va décoller ou pas, est-ce que finalement c'est pas trop contraignant, mais ce serait intéressant d'avoir aussi la vision du régulateur, des praticiens. En fait, qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'un certain nombre d'entreprises dans certains secteurs ont déjà émis des EU Green Bonds dans différents pays, avec, je dirais, deux typologies, enfin une banque aux Pays-Bas, et sinon, ce sont essentiellement des entreprises dans des secteurs soit fortement émissifs ou déjà très engagés. Donc aujourd'hui, il est peut-être un peu prématuré de se prononcer là-dessus, mais peut-être voilà, voir qu'il y a des secteurs qui seront probablement plus exposés, et puis surtout qu'il y a une demande des investisseurs européens et asiatiques pour ce type de papier, puisque en tout cas pour le moment, les émetteurs n'ont pas eu de difficulté à le placer. Alors arriver à dire que c'est aujourd'hui un sous-marché dans un marché important, c'est peut-être un peu prématuré, mais il est clair que le marché des green bonds n'est pas en train de disparaître loin de là, qu'il est effectivement très centré sur l'Europe et l'Asie. C'est moins un marché américain, et je pense que ça le sera pour quelque temps, à moins que les choses changent. Elles changent très vite en ce moment. Donc voilà, affaire à suivre, okay. Mais là on parle vraiment finalement de définition d'une réglementation qui impose un certain nombre de standards qui ont l'air d'être mis en place. Merci beaucoup Carole. Philippe, c'est bon pour vous évoquiez pour passer non pas simplement de la régulation mais aussi d'incitation, pour parler d'incitation et inciter davantage le client investisseur à contribuer à cette transition. Est-ce que vous avez pour la gestion d'actifs des recommandations particulières? Recommandations, des pistes peut-être. Des pistes. Oui, parce que c'est important. La réglementation, encore une fois, donne le cadre, mais sinon, ça peut être perçu de façon trop négative parfois, ou ça pourrait, et donc ça n'est pas incitatif. Donc comment on passe à l'incitation? On a trois natures. On a évidemment l'incitation réglementaire, et donc d'ailleurs dans la transformation dans l'adaptation, on va dire, de SFDR, comment on peut passer finalement d'un SFDR investisseur centrique à client ou épargnant centrique. On peut y réfléchir, mais il y a des pistes intéressantes sans doute à travailler là-dessus. On a un deuxième type d'incitation qui peut passer d'ailleurs par l'incitation fiscale, mais l'incitation de financement long terme. Et c'est là que ça vaut peut-être le coup de rassembler un petit peu tous les sujets qui sont sur la table en ce moment. J'ai pas doute que ce soit fait, mais ce sont des pistes intéressantes parce que on a tous en tête les débats en Europe sur l'aspect compétitivité, financement de cette compétitivité, renforcement de la compétitivité depuis maintenant un peu plus d'un an. Ça fait longtemps qu'on a le sujet, mais ça fait un an qu'il est sur la table. Et donc, c'est comment on promeut cette épargne longue et comment on renforce cette épargne longue qui finance l'économie européenne. Et dans le même temps, on a ce sujet finalement d'incitation à financer la transition, à accélérer la transition. Donc, c'est d'imaginer des produits de long terme qui existent déjà, mais simplement les adapter, produits de long terme qui embarqueraient, un peu comme dans la loi industrie verte, des seuils minimums d'investissement et qui plus est européen, bénéficiant d'une incitation fiscale particulière ou la meilleure de chaque pays, ça c'est de nature à inciter de façon positive à investir. Et puis le troisième pilier, c'est que pour faire tout ça, il faut quand même la plupart du temps comprendre ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Et donc le renforcement qui est déjà là, de nombreux acteurs s'en sont saisis, et tant mieux, mais l'éducation financière, et encore et toujours, l'éducation financière est un enjeu majeur, économique et financière, pour que chacun ait bien en tête quels sont les choix à faire pour soi-même, pas pour l'économie, pour soi-même. Il se trouve que, compte tenu de la répartition de la population, de la pyramide des âges et des revenus et des patrimoines, ça sera bon pour l'économie. Donc faisons coïncider l'ensemble. Actif et passif, ça a toujours marché. Merci beaucoup.
Éducation financière, peut-être aussi Alexandra Palt, côté dirigeant d'entreprise. Est-ce que vous leur attribuez un rôle particulier? Vous évoquiez votre rôle précédent dans la vie professionnelle. Est-ce que les dirigeants d'entreprise ont un rôle particulier pour favoriser la transition? J'ai attribué un rôle à chacun et chacune d'entre nous à l'heure actuelle. Donc, je le dis souvent dans mes interventions, je suis autrichienne et ça a beaucoup déterminé ma pensée et mon engagement sur ce que c'est la responsabilité dans la société. Actuellement, on se trouve à un moment extrêmement critique en termes de responsabilités individuelles. Je pense qu'il est extrêmement important de comprendre, ce qu'on n'a pas encore compris, notamment certains individus atteints d'une psychopathologie qu'on appelle l'hubris, qui donc définissent actuellement une petite période de l'histoire, mais ça ne va pas rester comme ça parce que c'est la nature qui va prendre la main sur l'histoire. Et ça, c'est la première fois. Et ça, on n'a pas encore compris, je pense, collectivement. Ce n'est pas nos idéologies qui vont écrire l'avenir. L'avenir sera écrit par la nature et comment elle va réagir aux changements que nous avons introduits. La différence va être comment on va gérer ça. Et comment on va gérer ça, ça dépendra de l'alignement personnel individuel. Et c'est là où je suis en total désaccord quand on dit on a arbitré dans l'intérêt de la compétitivité. D'un point de vue pragmatique, en tant que praticienne d'entreprise, je sais qu'est-ce que ça coûte, et ça ne coûte pas très cher de payer correctement les gens et de faire en sorte que la chaîne de valeur soit saine. Mais c'est aussi une question de courage. Le courage, c'est aujourd'hui la caractéristique du dirigeant dont on a le plus besoin et qui nous fait le plus défaut à tous les niveaux. Il est essentiel, vraiment vital pour nous tous qu'on n'oublie pas ça. Donc là, vous avez tous les jours, vous voyez où est-ce qu'on va aller si on n'a pas le courage de se dire chaque décision que je prends a un impact sur l'avenir, le mien. Il ne faut pas oublier que la nature prend la main sur l'histoire, c'est aussi le destin de chacun et chacune d'entre nous. C'est le patrimoine, c'est pour ça que les assureurs ont très bien compris la question du changement climatique, c'est la santé mentale, physique, c'est l'histoire de notre nation, de nos communautés. Donc aujourd'hui, cette histoire-là, ça dépend, elle sera écrite par la nature, mais comment on la vit, ça c'est notre responsabilité. Donc ce courage de chaque chef d'entreprise, de chaque acteur, elle est l'enjeu principal aujourd'hui. Et je sens que vous êtes impatient que je termine, mais j'insiste vraiment sur ce point. J'étais aussi impatient, non seulement de finir, mais de permettre au public de poser des questions. Merci à tous de ces propos liminaires. Une question a recueilli 4 cœurs. Vous pouvez peut-être, si le temps le permet, en poser d'autres. Comment répondre aux besoins des banques en matière de données ESG fiables et comparables quand la proposition Omnibus propose de sortir 80% des entreprises initialement concernées? Je lis cette question. Peut-être est-ce pour vous, Hélène. Comment répondez-vous à cette question? Alors justement, je pense que l'objectif de l'omnibus n'est pas strictement de sortir des entreprises, mais c'est aussi d'assurer la proportionnalité, notamment parce qu'on a mis en place un système qu'on appelle le value chain cap. Alors je suis désolée pour l'anglicisme, disons pour un seuil qui protège les SMEs. Parce qu'en fait, l'essentiel de la donnée qui a un impact, elle vient des grandes entreprises. Donc c'est pour ça qu'il était absolument essentiel de maintenir un seuil raisonnable donc on va parler du seuil des employés parce qu'il y a plusieurs éléments qui contribuent au calcul du seuil, mais on va dire les 1000 employés. C'était ce qui a été considéré comme permettant de garder dans le scope de CSRD suffisamment d'entreprises ayant véritablement un impact. Et par ailleurs de dire que pour que ces entreprises reçoivent l'information nécessaire de leurs sous-traitants, on va mettre en place un standard simplifié, on va dire, pour les SMEs. Et ça, c'est un aspect très très important de la proposition révisée, c'est de dire les entreprises plus petites pourront reporter soit volontairement, soit vers leurs fournisseurs en utilisant ce template simplifié qui va se concentrer sur quelques indicateurs clés. Merci beaucoup. Si quelqu'un d'autre souhaite, Sébastien. Ouais, non, je voulais juste rebondir, ça m'a fait penser, nous, dans notre dialogue avec des émetteurs, ça me fait penser à un cas de figure. On a un émetteur qui nous a demandé, bon, avec CSRD actuel, pré-omnibus, les 1200 data points, j'en ai d'autres que me réclament les investisseurs, où est-ce que je les mets? On a eu cette question. Bon, le même émetteur, je vous rassure, faisait part qu'il n'était
pas content qu'il y en avait autant. Mais on voit bien qu'il y a un aspect où la norme à la fin, et je rejoins ce que dit Philippe, Rome ne s'est pas faite en un jour, les normes financières ne sont pas faites en une année, donc on voit bien qu'il va y avoir une démarche de progrès. Mais il faut que tout le monde y participe, qu'est-ce qui est utile, et éviter qu'il y ait des demandes en cascade. Donc si on exige, le on étant indéfini, mais un superviseur par exemple, des banques, de faire un plan de transition qui repose sur toutes les data points de toutes les entreprises auxquelles cette banque fait des prêts, c'est sûr qu'en fait, on peut faire ce qu'on veut au niveau 1 ou au niveau 2 ou en tant que superviseur, ça ne va pas résoudre la problématique. Donc, enfin voilà, c'est peut-être un vœu pieux, mais je crois que c'est quand même la démarche, et ce que j'ai entendu là, c'est qu'est-ce qu'on vise, et de là, on tire ce qu'il faut pour pouvoir y arriver. Et après, on s'y tient. Voilà. Merci Sébastien. Philippe Sedmon, vous voulez réagir? Non, juste une phrase. Donc effectivement, pour être et le faire de façon la plus pragmatique possible, je regarde mes collègues de l'AFG, mais ce qu'on a proposé, ce qu'on a mis sur la table il y a quelques semaines, c'est de dire, essayons de faire cette révision finalement de ce que devra être le socle de reporting CSRD et des entreprises, mais en mettant autour de la table les investisseurs et les émetteurs. Et les agences important, de les deux notation. côtés. Pardon ? Et les agences de notation. J'ai fait un amalgame, je les mettais au sens global aussi. Hein. Mais oui, non, mais il faut mettre tout le monde autour de la table pour avoir les données dont on a besoin des deux côtés. Alexandra et Carole, un mot final? Moi, je voudrais quand même terminer sur une note un peu plus optimiste, si c'était possible, et répondre à Alexandra. Parce que, alors, en France, on a le devoir de vigilance et il n'y en a pas partout en Europe, j'en suis parfaitement consciente. Mais je pense que en fait, les dirigeants d'entreprise, ils sont conscients de leur business model qui sont challengés. Ils sont conscients de l'évolution de l'impact climatique sur leur environnement concurrentiel, etc. Et pour la plupart, on fait du reporting. Alors peut-être certes autodéclaratif et certainement améliorable, hein, mais je pense pas qu'ils se disent tous j'arrête de rien faire parce que la CSRD a disparu. Ils ont conscience du fait, et ils le font peut-être pas de manière parfaite, mais ils ont quand même conscience de ces enjeux et climatiques et sociaux et vis-à-vis de leurs parties prenantes et qui peuvent pas uniquement tourner la tête et ne pas regarder leur chaîne de valeur. Donc je pense que c'est un peu plus complexe que juste du reporting, et je pense que et la grosse frustration, c'est qu'en fait tous ces travaux qui sont menés depuis de nombreuses années, en fait, ont été perçus comme de la conformité. Merci, et c'est Carole. Ça le vrai problème, et c'est cet état d'esprit qu'il faut faire changer. Un mot, je trouve. Bon, on ne peut pas s'engager on pourrait avoir le débat après. Ensemble. Ça ne veut pas dire que personne ne fait rien, qu'aucune entreprise fait des efforts, qu'il n'y a aucun dirigeant. Ce qui est la problématique, et quand on fonce tous dans la brèche, et il y en a beaucoup, hein, je pense que les ONG ont eu un rôle salutaire de rappeler que quand on dit... il y a un momentum, quelqu'un dit on va arrêter tous les ESG, le lendemain on dit il faut tout simplifier, on envoie un message à la société, et ce message-là, non, on ne peut pas dire qu'on a entendu énormément de chefs d'entreprise dire non, c'est exactement ce qu'il faut faire, la vision, etc. Donc moi je pense qu'il ne faut pas comme diaboliser, mais il ne faut pas non plus glorifier, parce que sinon, si on avait fait tous l'engagement dont on a parlé, toutes les entreprises, on sera ailleurs. Il faut quand même regarder le résultat. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous et merci de vos interventions.